Euh, le thème que l'on m'a donné, en tout cas que l'on a sélectionné, sur lequel on a travaillé sur ce colloque, est un thème assez vaste, même très très vaste, puisque en parlant des émotions, en parlant de l'aspect émotionnel, on parle, comme on l'a dit et comme il était intitulé dans le titre, la partie opérationnelle, et on va parler des hommes. Et quoi de plus complexe que l'aspect humain dans un plan préparé, dans un plan organisé, dans une réflexion sur un dispositif. Donc de cette complexité, je vais essayer de l'aborder dans la vingtaine de minutes qui m'est consacrée et essayer d'avoir la petite ambition de se dire que dans les métiers que vous faites et dans l'intérêt que vous avez de travailler autour de la problématique de crise, de la préparation au dispositif de crise et dans l'analyse des risques, de ne jamais oublier, je vais commencer par ça et vous verrez, ça sera aussi évidemment ma conclusion, de ne jamais oublier que à un moment donné, la partie humaine de la mise en œuvre de ces dispositifs, de la considération de la façon dont les hommes vont pouvoir intégrer ce que l'on aura peut-être imaginé, ce que l'on aura peut-être élaboré, la façon dont ils vont ensuite réagir face aux événements est quelque chose d'extrêmement important. Et sans cette prise en compte, sans avoir ça en tête, on peut peut-être créer des modèles qui finalement ne répondront pas à notre objectif. Et l'agilité que l'on va rechercher, c'est le titre de ce colloque, l'agilité que l'on va rechercher, elle va véritablement être supportée par la capacité que les hommes vont avoir de prendre en compte, d'être là, d'être à la bonne place, d'être au bon moment, d'avoir des capacités émotionnelles suffisamment solides pour pouvoir gérer ce qui est en train de leur arriver. Alors pour commencer, comme tout orateur, je me suis dit, Patrick a commencé par 2 citations, et moi je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas une image, une représentation que l'on pourrait illustrer, qui pourrait illustrer ce que l'on fait, les travaux que l'on a tous les jours, sur lesquels on planche pour pouvoir réfléchir à ce que peut être un dispositif de crise, la possibilité de réfléchir à ça. Je me suis permis d'aller demander à Léonard de Vinci ce qu'il en pensait avec sa représentation de l'homme de Vitruve que tout le monde connaît, en me disant, effectivement, on a un modèle parfait, ou en tout cas qui s'approche de la perfection, une représentation exacte de ce que peut être la situation et donc ce que l'on va anticiper. Avec ce modèle de l'homme de Vitruve, on recherche aussi une sorte d'universalité, le fait d'imaginer qu'il n'y a pas de faille et qu'avec ça, on a répondu, on a l'illustration de ce que l'on cherche à voir. Et en gros, pourquoi pas imaginer qu'un modèle d'un plan de prévention des risques, d'un plan de prévention de crise, d'une réflexion autour d'un dispositif de crise, ben finalement, ça peut être ça. Vous voyez, quelque chose qui représente exactement ce que l'on veut, qui a quelque chose de parfait et qui est totalement, comment dirais-je, universel. Et finalement, une fois que j'avais posé cette image, illustrant un peu notre travail, ce que l'on fait tous les jours, je me suis dit, mais finalement, non, c'est pas ça peut-être. Et j'espère que Léonard de Vinci ne m'en voudra pas. Et Léonard de Vinci, je suis passé à Henri Matisse. Et je me suis dit, finalement, la gestion de crise, puisqu'elle doit être agile, puisqu'on a compris qu'elle était complexe, qu'elle était multiforme, et qu'il fallait qu'elle bouge, qu'il fallait qu'elle s'adapte, plutôt qu'un modèle parfait, statique, eh bien, c'est certainement une danse. Dans la danse, il y a les émotions qui rentrent en jeu. Il y a le partage, puisque vous avez vu dans cette représentation de Matisse, on se tient la main, on est plusieurs, on discute, on communique. Il y a inévitablement une adaptation à l'autre, une adaptation à la musique, une adaptation au rythme, une adaptation à la situation qui tout d'un coup devient peut-être pas celle qu'on avait prévue. Il y a un entraînement, parce que si finalement ça a l'air improvisé, c'est parfaitement maîtrisé, on s'est parfaitement entraîné, on sait ce qu'il faut que l'on fasse. Il y a une interaction entre les uns et les autres, entre les événements, entre le public, pourquoi pas, etc. Et inévitablement, il y a une intelligence émotionnelle qui ressort, qui doit ressortir, parce que, encore une fois, ce n'est pas juste un modèle calqué, un modèle posé, c'est l'homme, c'est l'humain qui va réussir à faire que ce que l'on veut montrer, ce que l'on veut faire, ce que l'on veut réussir, on va y aboutir. Donc finalement, cette illustration de la méthode agile par rapport à la gestion de crise, j'avais trouvé que cette représentation pouvait en être un bon exemple.
Et pour pouvoir aller un peu plus loin et pas seulement l'illustrer par ces deux représentations artistiques et un peu universelles, comme je l'ai dit, les grands principes qui guident la gestion de crise, maintenant, ils sont assez clairs. Très très simple, c'est évident quand je les mets là, c'est que nos modèles doivent être extrêmement élaborés, mais rester souples. On a des évolutions de l'environnement, des évolutions du monde, des évolutions des risques extrêmement complexes et il faut qu'on soit parfaitement adapté à les suivre, à les intégrer, à les anticiper. Et certaines situations deviennent non conventionnelles, non imaginées. On s'est rencontrés depuis deux jours pour préparer tout ça et on en a beaucoup évoqué. Un certain nombre d'événements qui se sont passés, j'y reviendrai pas, auxquels peut-être l'intelligence humaine n'avait pas idée qu'ils pouvaient se passer, et pourtant ils sont arrivés. Et donc ce sont ces trois grands principes qui doivent guider toute l'organisation de la gestion de crise. Et comme je vous disais un peu dans cette introduction, et là je le pose de manière un peu plus sérieuse, cette solidité de nos plans, cette solidité de nos dispositifs, cette solidité du travail que l'on doit faire, elle peut être complètement mise à mal si on n'a pas intégré l'aspect humain, si on n'a pas pris en compte les émotions, si on n'a pas pris en compte la façon dont les hommes vont pouvoir œuvrer à l'intérieur de tout ça. Et c'est ce que je vais essayer de continuer à évoquer un peu avec vous. Et je vais le faire à travers deux exemples opérationnels, puisque j'avais dans le titre de ma conférence la partie opérationnelle, et c'est pour ça que je voudrais rester très très concret. À travers deux missions que l'on a faites, la première, c'était une mission d'observation, d'échange en fait, que l'on a eu le plaisir de faire avec l'Estonian Academy of Security Sciences à Tallinn, donc en Estonie. Une école, une académie qui formait l'ensemble des forces de secours du pays à la préparation en intervention de crise. Et on a eu le plaisir donc d'y être invité, de partager avec eux l'observation de ce qu'ils avaient fait. Et ils nous avaient demandé de dire, tiens, est-ce que vous avez, de par la France, des conseils, des recommandations, des points de vue qui pourraient être intéressants pour améliorer ce que l'on faisait et comment on le faisait. J'ai intitulé cette expérience-là de l'agilité 2.0 à l'intégration du réel. Pourquoi j'ai intitulé ça? C'est qu'en fait, on s'est rendu compte de quoi? L'Estonie est un pays assez petit, pays balte, juste à côté de la frontière russe. C'est un pays qui a parfaitement identifié ses risques. Il sait exactement ce qui peut lui arriver. Quand je dis exactement, encore une fois, je vous ai dit, on peut tomber sur des situations non conventionnelles, mais qui a une maîtrise de ce qui peut arriver et qui a décidé de vraiment le prendre en compte. Pardon. Cette prise en compte, elle s'est illustrée par une maîtrise extrêmement intégrée, une chaîne intégrée de la coopération de l'ensemble des acteurs s'il devait se passer quelque chose. Coopération à la fois horizontale, coopération à la fois verticale, dans des centres d'alerte, où sont réunis au même endroit les forces de secours, les forces de l'ordre, les zones d'appel, l'ensemble des acteurs terrain. Il peut y avoir une coopération extrêmement efficace, et on l'a vu, on l'a observé, parce que ces gens vont travailler ensemble, sont sur le même lieu, sont réunis ensemble, travaillent ensemble, coopèrent ensemble, etc. Les apports, évidemment, c'est qu'ils ont une connaissance très très fine de qui est qui, de comment ils travaillent. Ils ont une mise à jour en temps réel des événements, une mise en jour en temps réel de la façon dont les uns et les autres progressent. Ils se positionnent ensemble et ils ont une capacité, on l'imagine, une réactivité extrêmement forte à chacune des situations, avec en plus des systèmes d'information très très solides par rapport à tout ce qui peut se passer. Les processus décisionnels sont évidemment du coup raccourcis, extrêmement vifs. Ils sont partagés tous ensemble, c'est-à-dire qu'en fait on a une bonne capacité de décision et il y a une très très forte expertise puisqu'il y a une volonté de progression commune. À travers ces dispositifs, ou grâce à ces dispositifs, il y a eu une volonté de continuer à former, à enrichir le savoir-faire de l'ensemble des acteurs. Et cette formation, ce savoir-faire a été déployé grâce à des dispositifs de simulation, des simulateurs, des serious games, pour lesquels l'ensemble des acteurs, qu'ils soient des acteurs terrain, mais aussi de l'ensemble des managers, des décisionnaires, de premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, ils ont une nomenclature un peu différente, mais c'est comme ça en fait finalement que cela se fait, se préparent, s'entraînent à travers des simulateurs qui sont ces systèmes d'information. Et l'avantage du simulateur, c'est qu'on peut rater, on peut se tromper, on peut s'entraîner, on peut acquérir des réflexes,
On peut forcer sa capacité d'analyse à s'entraîner sur des sites, sur des situations qu'on n'aurait pas l'habitude de vivre. On peut renforcer son expertise et renforcer ses savoir-faire. Les processus des décisions sont bien faits, sont bien organisés. En tout état de cause, il y a un pilotage informatique, vous savez, ça nous a fait penser un peu à un centre de contrôle du lancement d'une fusée, en fait. Hein, on est là, finalement, et tout est intégré, tout est là, on a tout sous les yeux, on maîtrise parfaitement ça et on peut s'entraîner. Un simulateur de pilotage d'avion, vous voyez, avec tous les risques et tous les échecs qu'il peut y avoir, et on s'entraîne sur ça. Schéma est traditionnel, évidemment, mais extraordinairement performant parce qu'ils ont décidé d'appliquer et d'utiliser l'ensemble des technologies. C'est pour ça que j'ai parlé de l'agilité 2.0. C'était très extrêmement agile. On était ensemble avec Patrick à ce moment-là, et on avait passé 2 jours ensemble, et on se disait, mais effectivement, c'est extrêmement pertinent, c'est fort. Évidemment, c'est à l'échelle du pays, donc c'est plus simple de le faire dans un pays comme l'Estonie que dans un grand pays comme la France et comme le Maroc. Et on se dit, mais où est-ce que nous, on peut leur apporter quelque chose, et qu'est-ce qui manque? Parce qu'on sentait qu'il manquait quelque chose. On sentait, c'était presque trop technologique, c'était presque trop lissé, c'était presque trop argenté, vous voyez. Et Patrick, vous l'avez vu dans les 20 minutes qu'il a parlé, avec son expérience terrain très très forte, me dit à un moment donné, il me dit « Ah, c'est quand même génial, mais pour gérer des crises graves, pour gérer des situations très très rudes, ils sont vraiment extrêmement outillés, mais à un moment donné, si on n'a pas senti l'odeur du plastique brûlé, l'odeur de la lacrymo et le risque de prendre un pavé sur la tête, il va manquer quelque chose. » Et en fait, effectivement, leur modèle était parfaitement organisé, parfaitement sûr, parfaitement maîtrisé. Il manque juste, certainement, la confrontation à l'effroi. Évidemment, je souhaite à personne d'être confronté à l'effroi et je souhaite à personne de l'avoir fait. Mais entre manipuler des ressources, manipuler des moyens à travers une souris informatique, à travers un jeu vidéo, à travers un serious game, c'est extraordinaire, c'est très très utile. Mais la capacité humaine, les émotions humaines, ce que l'on peut ressentir face à l'effroi, face à la peur, face à la panique, face à ce que les autres peuvent subir, etc., eh bien, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et effectivement, les émotions humaines, là, à ce moment-là, manquaient. Deuxième petite expérience que je voulais vous livrer, c'est une expérience plus opérationnelle, plus posée. On a travaillé, et on travaille d'ailleurs encore, avec des patrouilleurs d'autoroute. Vous savez, la France a un réseau autoroutier extrêmement dense, et les patrouilleurs d'autoroute sont l'ensemble des gens qui doivent assurer la viabilité, la sécurité, la sûreté du réseau et intervenir au plus vite quand il se passe un événement quelconque, hein, que ce soit un automobiliste qui a mis quelque chose sur son toit pour partir en vacances et qui l'a fait tomber, ou un accident extrêmement grave avec plusieurs bus qui se sont rentrés dedans, des morts ou des incidents style un aléa climatique comme un aléa neigeux qui vient de tomber, dont on n'avait pas anticipé l'importance et qui bloque sur 100 km l'ensemble des accès. Donc l'intérêt, l'efficacité, la capacité d'intervention des patrouilleurs est extrêmement primordiale. Et on nous avait demandé, dans notre capacité à gérer les crises et surtout comprendre l'aspect humain, d'accompagner ces patrouilleurs, de comprendre leur mission et de voir là aussi si on avait des sources d'amélioration. Alors le constat, c'était quoi? C'était que c'était des personnels qui sont dans une fonction et dans un cadre extrêmement stable, mais extrêmement agile. Stable parce que leur mission est simple. Attention, quand je dis simple, elle n'est pas simpliste, mais elle est cadrée. On ne leur demande pas des multiples interventions, c'est-à-dire que voilà, c'est la sécurité, la viabilité, la sûreté du site. Elle est constante, et les personnels qui sont là sont des personnels experts dans leur maturité de métier, c'est-à-dire qu'ils sont là depuis de nombreuses années, ils connaissent parfaitement leur métier, les process sont bien rodés, les interventions sont multiples, donc ils ont la capacité d'un entraînement terrain, d'une réalité terrain extrêmement forte. Ça, c'était un peu notre constat. Qu'est-ce qu'on a fait avec eux? On leur a dit, voilà, on va essayer d'évaluer, on va essayer de voir ensemble ce que vous faites, comment vous le faites, et voir s'il y a des sources d'amélioration et où il y a peut-être des lacunes, des faiblesses, s'il y en a.
Première étape, le but n'était pas de bousculer, bien évidemment. Première étape, on s'est dit, on va faire une évaluation théorique. Alors théorique, pourquoi théorique? C'est qu'on se réunit tous ensemble et on vous demande, sur le papier, de nous expliquer comment vous faites votre métier. Est-ce que vous connaissez parfaitement les process sur tel ou tel type d'intervention? Qu'est-ce que vous feriez? Comment vous le feriez? C'est-à-dire, on n'a pas de pression, on est dans une salle, on est assis, et on se dit à ce moment-là, voilà, écrivez-nous ce que vous faites, comment vous intervenez, et quelles sont les procédures dans lesquelles vous devez agir. Et à ce moment-là, on avait des réponses de l'ensemble de ces patrouilleurs extrêmement précises, qui, de manière théorique, avec quelques exemples, c'était quelques exercices, démontraient que chacun d'entre eux maîtrisait parfaitement ce qu'il y avait à faire. Ensuite, on est sorti de la salle et on s'est dit, voilà, on va faire une petite phase d'entraînement. C'est-à-dire que ce que vous nous avez écrit, on va se retrouver, on va le faire avec des véhicules, d'accord? Alors, on était sur des entraînements parking, sur des entraînements un peu là aussi théoriques, mais on va voir comment vous le faites, des exercices de petites simulations. Et là, à ce moment-là, les choses étaient un peu différentes. Ce qui était parfaitement écrit sur le papier, parfaitement maîtrisé, on a pu constater plutôt, pour certains d'entre eux, je vais même aller plus loin, pour un pourcentage assez important d'entre eux, l'air de rien, des hésitations, des routines. Vous savez, finalement, je sais tellement bien le faire que je passais là alors que d'habitude, alors que la consigne me disait qu'il fallait que je passe à gauche, je vais passer à droite. Parce qu'en passant à droite, je vais un peu plus vite, j'évite cette tâche-là, mais je la ferai en revenant, alors qu'en fait, il fallait la faire en premier. Un certain nombre de légèretés, vous voyez, des absences de rigueur. On était en simulation, mais des absences de rigueur qu'on pouvait dénoter. Et donc, c'était assez intéressant de voir cette différence entre la théorie bien maîtrisée et quand tout d'un coup, on est en mise en situation, déjà un certain nombre d'écarts. Et ensuite, la confiance étant liée aussi avec eux, hein, on avait partagé beaucoup de moments, donc ils nous écoutaient, ils avaient confiance en nous, on n'était pas là dans un jugement de la personne, mais plutôt dans une volonté d'amélioration. On a travaillé avec eux sur la synthèse de rapports d'intervention qui avaient été faits, de vidéos qu'on avait pu avoir d'intervention sur le terrain, parce que là, on travaillait vraiment sur la réalité de ce qui avait été fait pendant des interventions graves et délicates, sur des témoignages, et on avait pu leur démontrer que dans certains moments d'intervention extrêmement rudes, alors que leur mission normalement était extrêmement cadrée, leur processus d'intervention de crise devait être extrêmement précis, que normalement ils les connaissaient, eh bien, il y avait eu des ruptures dans les chaînes de sécurité, que les choses qui devaient être faites en continu avaient été faites en discontinu, qu'il y avait des actions qui normalement devaient être essentielles, n'avaient pas été posées, n'avaient pas été mises en œuvre. Elles avaient été détournées. Pourquoi elles avaient été détournées? Les explications étaient assez simples. Soit c'était des oublis, soit on avait eu peur de les faire, soit la panique nous avait amené à des endroits où il ne fallait pas qu'on nous amène. On avait eu des pertes de temps énormes. Alors que, encore une fois, en simulation et surtout en théorie, le temps, et surtout sur ces crises, hein, où il peut y avoir des morts, où il peut y avoir des interventions, hein, Patrick a parlé de la première heure, sur un péage, sur une autoroute, et quand il y a des accidents mortels, ces éléments-là sont extrêmement importants, des pertes de temps énormes. Et à côté de ça aussi, parfois des précipitations. Alors qu'il fallait être extrêmement précis, poser les choses de manière extrêmement précise, les choses étaient précipitées. On avait aussi vu des abandons, des gens qui devaient être là et qui finalement ne l'étaient pas. C'était caché. Quand je dis caché, voilà, on attendait leur présence, ils devaient être là dans la sécurisation d'un espace, dans la sécurisation d'une zone, et bien ils n'y étaient pas. Ou alors au contraire, des implications excessives. Ils allaient trop loin, ils allaient là ils se mettaient en danger, ils se mettaient en interaction avec les forces de l'ordre ou avec les forces de secours, alors que ce n'était pas leur métier. Donc, comment on avait analysé le fait que, alors que théoriquement ils maîtrisaient parfaitement tout ce qu'il fallait faire et que quand on les regardait sur le terrain, quand on pouvait faire des retours d'expérience, il y avait un écart assez important, voire même comment dirais-je, je cherche l'adjectif qui va bien, inquiétant. La seule réponse, c'était la réponse émotionnelle. La seule réponse, c'était que l'habitude, la force de l'habitude, la façon dont je savais qu'il fallait que je fasse les choses, était tout d'un coup plus entaché, n'était pas entaché, n'était pas, comment dirais-je, n'était pas enrichi par la capacité de la gestion de l'événement, de la gestion émotionnelle de la situation. Et donc, on s'était attaché à travailler avec eux de deux manières. Asseoir leur efficacité opérationnelle en prenant en compte cet aspect émotionnel. On n'allait pas, encore une fois, les amener à travailler sur
la simulation de l'exercice. En gros, ça, ils le maîtrisaient parfaitement. C'était comment ils intégraient la problématique émotionnelle dans les exercices qu'ils étaient en capacité de faire. Donc, le but, c'était de dédramatiser. Il n'y a aucune réponse normale à des situations anormales. D'accord ? Chacun va réagir de manière différente. Tous ces éléments, c'était ça qu'il fallait leur faire intégrer, vous savez, pour qu'ils puissent finalement dédramatiser la situation, intégrer cette part émotionnelle et à ce moment-là, être en meilleure capacité d'agir. Considérez aussi que le seuil de tolérance de la situation est extrêmement différent des uns ou des autres. Personne n'est un surhomme, et si je ne le suis pas, et si à un moment donné je ne suis pas capable de le faire, il faut que je fasse passer l'information pour que, encore une fois, la mission soit réalisée. C'est dégradé d'intervention, la mission soit réalisée, mais à ce moment-là, moi, j'ai intégré le fait que je ne peux plus le faire, que je suis hors d'état émotionnel d'y répondre. Voilà. Que le sexe, l'âge, l'expérience, ce que j'ai vécu avant, l'état d'esprit dans lequel je suis, tous ces éléments conditionnent, influencent ce que je suis en train de vivre à ce moment-là. Que les résonances personnelles ont un impact, d'accord ? Et que vivre une émotion, la subir, qu'elle impacte sur ce que je dois faire n'est pas un acte de faiblesse, d'accord ? Que c'est une intégration professionnelle dans mon métier, surtout quand je dois réagir et quand je dois gérer, et que la faiblesse, ça serait de ne pas le reconnaître, ça serait de continuer à faire ce que j'ai à faire, alors qu'en fait, je ne suis plus en capacité de le faire, d'accord ? Ma force, c'est de se dire, émotionnellement, je suis au-delà de là où je devrais être, je dois rendre mon tablier à ce moment-là, je ne le rends pas en abandonnant le poste, je le rends en allant voir mes pairs, en allant voir mon collègue, en allant lui dire « Écoute, là, à ce moment-là, je ne peux plus le faire, il faut que tu fasses ça, je sais juste me rendre utile à cet endroit-là, parce que si je continue, je fais des choses qu'il ne faudrait pas que je fasse. » Voilà. Et donc, du coup, je vais aller un peu plus vite maintenant pour rapidement conclure. On a effectivement réintégré dans l'ensemble de leur process, dans l'ensemble de leur mode de fonctionnement, dans l'ensemble de leur très très bonne connaissance technique, l'ensemble des éléments émotionnels, l'ensemble de leur compréhension, et de montrer encore une fois que cet élément-là, c'était vraiment, je vais me répéter un peu, mais c'était pas une faiblesse, vous voyez, c'était une richesse. La capacité de se dire qu'à un moment donné, mes émotions, elles vont me guider, et ça, c'est une richesse. Ce n'est pas une faiblesse, et ça va conditionner la bonne réussite de ce que je suis en capacité de faire au moment d'une situation de crise et d'une situation extrêmement tendue. Voilà ces deux expériences, et encore très, 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 très vite, et je vous les livre là, vous avez parlé d'une publication, pardon, le président de séance a parlé d'une publication, s'il y en a une, j'aurais plaisir à vous laisser tous les slides qui sont là. Mais évidemment, l'intelligence est inutile si on est débordé par l'émotion. Si j'ai peur, si je suis en panique, si je suis dans l'effroi, mon intelligence, ce n'est pas elle qui va revenir, c'est la panique, c'est la peur, c'est la sidération, c'est ça qui va me guider, d'accord ? Donc c'est ça qu'il faut qu'on comprenne et c'est ça qu'il faut qu'on interprète. Et mes modèles peuvent être aussi parfaits qu'ils soient, si je le donne à la personne qui est là et que la personne qui est là n'est juste que dans la panique et dans la peur, mon modèle ne va pas fonctionner. En tout cas, il ne sera pas là. Voilà. Je crois que mon temps est assez court, donc, et en tout cas, je vais essayer de conclure en vous donnant deux petites choses. Intégrer compétences et gestion émotionnelle dans la gestion de crise, c'est quoi ? C'est être en capacité d'analyser les choses de façon factuelle. C'est d'essayer et de réussir à écarter tout impact personnel. C'est que je vais me donner la compétence ou la faculté le plus possible d'abolir les suppositions, c'est-à-dire des biais d'interprétation. Je vais, pour renforcer ma protection émotionnelle, essayer de maintenir l'ordre des priorités. Je vais essayer de gérer par objectif plutôt que par émotion. Et je vais tenter le plus possible de me dégager d'une vision myope ou d'une vision tunnel, des choses un peu identiques. La vision myope, c'est cette vision-là, vous savez, c'est quand vous êtes juste près de la feuille, mais en étant près de la feuille, vous voyez juste ce qui a marqué, mais vous ne voyez pas ce qu'il y a autour. D'accord ? Vous ne prenez pas en compte le contexte et vous ne voyez pas ce qui est en train de se passer juste de l'autre côté de la feuille. Voilà. Ce sont l'avant-dernier point, et mon tout dernier, ça sera ma conclusion. Après 2 heures artistiques, je prends à nouveau une petite citation que vous connaissez très bien, qui est une phrase qui est de Jean Baudin, qui dit « Il n'est des richesses que d'hommes ». Il n'est des richesses que d'hommes, mais il ne faut pas oublier dans notre métier que l'homme est le seul maillon potentiellement faible. Encore une fois, un système informatique ou un système peut être parfaitement maîtrisé, peut tenir parfaitement la route. Normalement, il fonctionne. S'il ne fonctionne pas bien, je vais le rallumer, je vais le faire refonctionner. L'homme est celui qui va peut-être être le plus faible, et c'est donc celui sur lequel il faut s'occuper, c'est celui sur lequel il faut que toute notre attention s'oriente. Qu'en même temps, s'il est faible, c'est le seul maillon qui est véritablement intelligent.
c'est celui qui va pouvoir effectivement prendre en compte la situation de manière différente, intégrer son expérience, intégrer sa sensation, intégrer ce qui est en train de se passer, intégrer les interactions fortes, et que cette intelligence, elle est aussi colorée par la sensibilité qu'il a, et ce sont les seules forces fondamentales qui vont pouvoir nous permettre de revenir sur un modèle agile comme vous cherchez, comme on cherche tous à atteindre finalement par rapport aux crises, parce qu'elles sont tellement complexes, polyformes, etc., qu'on est obligé d'être dans cette agilité, dans cette adaptation. Et que continuons à travailler sur nos plantes, continuons à travailler sur notre organisation, sur des réponses extrêmement précises. N'oublions pas les hommes qui vont devoir intégrer tout ça, les émotions qui les guident et la capacité à les gérer. Merci pour votre écoute et pour votre attention.